Ne rentrez pas chez vous ce soir. Il prévoit de vous mettre dans une maison de retraite. C'est ce que le médecin a dit, en glissant discrètement un petit mot plié dans la poche de mon manteau, ses yeux tremblants, comme s'il venait de commettre un crime grave. Je suis restée figée dans la salle d'examen d'un blanc glacial, le cœur battant comme un marteau. Dehors, ma belle-fille souriait à l'infirmière qui tenait une enveloppe à mon nom, roucoulant d'une voix mielleuse. « Merci, docteur. Je veux juste m'assurer que ma belle-mère reçoit les meilleurs soins. » Je n'avais aucune idée que ce qui semblait être un examen de routine était en fait le signal d'ouverture d'un cauchemar où la gentillesse était mise en scène, les pilules étaient échangées, et un plan silencieux était en cours pour me déclarer légalement incapable et tout me prendre. Mais ce que ma belle-fille n'avait pas prévu, c'est que ce petit mot deviendrait l'arme qui détruirait tout son stratagème et transformerait la chasse qu'elle s'apprêtait à lancer en une condamnation baignée de larmes pour elle-même. Je m'appelle Hélène Lambert, j'ai 69 ans et je vis sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Je suis veuve depuis 7 ans. Cette maison, avec ses volets bleus et son petit jardin où les rosiers de Robert refleurissent chaque printemps, c'est l'endroit où mon mari, Robert et moi avons bâti notre vie pendant plus de 30 ans de mariage. Il me disait toujours, en caressant la vieille pierre du mur du salon, « Quoi qu'il arrive, Hélène, garde cette maison. Elle est le témoin de notre histoire, la gardienne de nos souvenirs. » J'ai tenu cette promesse, même après son départ. J'ai été directrice comptable pour une grande entreprise de BTP. Prudente, méticuleuse, pas facile à duper. Mais je suppose que l'âge m'avait rendue plus confiante que je n'aurais dû l'être. Après le décès de Robert, mon fils Michel et sa femme Ambre m'ont convaincue d'emménager avec eux pour que je ne sois pas seule. Je pensais que c'était de la piété filiale. J'avais tort. Au début, vivre avec mes enfants était agréable. Ma petite fille Sophie avait tout juste 19 ans, vive et douce. Je me levais encore tôt pour préparer le petit déjeuner, faire du café, puis lire le journal sur la terrasse. Michel allait travailler. Ambre gérait une boutique en ligne depuis la maison. Tout semblait paisible jusqu'à ce que je remarque qu'Ambre s'immisçait dans tout, des papiers de la banque et des factures d'électricité jusqu'à mes déclarations d'impôts. Elle souriait toujours gentiment, mais chaque phrase avait un double sens. « Maman, laisse-nous gérer ça. Tu oublies beaucoup de choses. Je vais t'aider pour que ce soit plus rapide. » Je n'oubliais jamais. Non pas parce que mon esprit était vif, mais parce que j'ai longtemps été habituée aux gens qui vous flattent juste avant de frapper. Cet examen médical s'est déroulé comme tous les autres. J'avais choisi le docteur Henry, qui suivait ma santé depuis plus de 20 ans. C'est le type calme et stable, toujours minutieux dans ses questions. Mais aujourd'hui, c'était différent. Dès que je suis entrée dans la pièce, l'air m'a semblé étrange. Il n'osait pas croiser mon regard, et sa voix tremblait un peu. « Votre santé est bonne. Le cœur est stable. Continuez simplement à prendre vos médicaments comme avant. » Il a posé une main sur mon épaule, un geste que je ne lui avais jamais vu faire, quelque chose qui ressemblait à des excuses. J'allais lui poser une question quand Ambre a ouvert la porte sans frapper. Elle souriait, un sourire sucré. « Maman, tu as fini ? J'ai dit à l'infirmière que tu oublies souvent tes médicaments. Ils ont dit que nous devrions faire des contrôles de mémoire réguliers pour être sûrs. » J'ai regardé le docteur Henry. Son visage s'est crispé un instant. Alors que je me penchais pour prendre mon sac, il a glissé un petit mot plié dans la poche de mon manteau si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Quelques minutes plus tard, Ambre serrait la main du médecin, parlant doucement comme si elle venait d'accomplir un noble devoir. « Merci, docteur. Nous voulons juste nous assurer que ma belle-mère reçoit les meilleurs soins. » J'ai gardé un visage calme, mais à l'intérieur, c'était la tempête. Nous avons quitté la clinique en silence. Dans la voiture,
Ambre a mis de la musique, tapotant le volant et fredonnant une chanson populaire, enjouée au point d'en être fausse. J'ai serré mon sac sur mes genoux. Quand elle s'est arrêtée à un feu rouge, j'ai délicatement déplié le mot dans ma poche. Dessus, quelques lignes hâtives au crayon. Ne rentrez pas chez vous. Ils sont venus me voir hier. Ils veulent que je certifie que vous êtes incompétente. Fuyez. Je pouvais à peine respirer. J'ai jeté un coup d'œil à Ambre. Elle souriait toujours, arrangeant ses cheveux dans le rétroviseur. Je me suis détournée, cachant mes mains tremblantes. Une question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi mon propre enfant? Pourquoi lui? Quand nous sommes rentrés, Ambre est soudainement devenue extra attentionnée. Maman, que dirais-tu si je te préparais une soupe de poulet? As-tu bien pris tes médicaments aujourd'hui? Laisse-moi prendre la boîte pour toi. J'ai ravalé ma colère et dit calmement « Pas besoin, je m'en souviens ». Ambre a souri, un de ces sourires qui vous glacent le sang. Elle a ouvert l'armoire à pharmacie, vérifié chaque flacon, puis a marmonné juste assez fort pour que je l'entende. « Maman oublie beaucoup, elle se trompe toujours dans les doses. Heureusement que je suis là. » Je n'ai pas répondu. J'ai marché lentement jusqu'à ma chambre, le cœur toujours battant à tout rompre. Ce soir-là, quand Michel est rentré, Ambre a sauté sur l'occasion. « Je m'inquiète pour maman. Le médecin dit que sa mémoire est faible. Je pense que nous devrions parler rapidement de la procuration. » Michel n'osait pas me regarder, parlant avec un calme qui semblait cruel. « Maman, tu devrais y réfléchir. Cela nous faciliterait les choses pour tout organiser. Tu ne voudrais pas que ce soit le chaos si quelque chose arrivait, n'est-ce pas? » J'ai forcé un sourire. « D'accord, je vais y réfléchir. » Ambre lui a lancé un regard triomphant. J'ai tout vu. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans le salon, tenant le mot du docteur Henry. Dehors, le vent sifflait dans les platanes. La maison, autrefois chaleureuse, me semblait étrangement froide, comme si elle savait que quelque chose de terrible allait arriver. J'ai ouvert le coffre-fort et regardé ce qui restait des affaires de Robert. Quelques papiers d'assurance, des certificats d'action et le grand livre financier dont seul moi connaissais le code. J'ai tout remis en place avec soin. Une peur vague m'a envahi, mais en dessous, il y avait une flamme basse et constante. Je ne laisserai personne prendre ce que Robert m'avait laissé. Alors que je me préparais à aller au lit, j'ai entendu Ambre et Michel dans le salon. Je me suis tenue derrière la porte, le cœur serré. « Ambre, si maman signe le transfert, la maison est à toi. J'ai tout préparé. Quant à l'assurance vie, il nous suffit que le médecin certifie qu'elle est incompétente, et c'est fait. Michel, tu es sûr? Et si elle découvre le pot aux roses? Ambre, elle est vieille, elle ne se souvient de rien. Et si c'est le cas, je m'en occuperai. Fais-moi confiance. » Je suis devenue engourdie. C'était comme si quelqu'un m'écrasait la poitrine. Je suis retournée dans ma chambre, les larmes coulant avant que je puisse les essuyer. Le mot du docteur Henry dans ma main était humide de mes larmes. Je savais que je devais faire quelque chose. Pas pour me venger, mais pour survivre. J'ai ouvert le placard, sorti une petite valise et n'ai emporté que les choses les plus importantes. Passeport, livret d'épargne, notre vieille photo de mariage et une clé USB avec la sauvegarde du testament original que j'avais faite. Chaque objet me semblait être un morceau de ma vie qu'on découpait, qu'on emballait, prêt à quitter l'endroit que j'appelais autrefois ma maison. Avant de fermer la valise, j'ai regardé autour de moi dans la chambre. Chaque photo, chaque livre, chaque tasse, tout portait encore la présence de Robert. Je me suis murmuré. « Je suis désolée, Robert, mais je ne les laisserai pas m'effacer de ma propre vie. » J'ai glissé le mot d'avertissement du docteur Henry dans la poche de mon manteau et me suis tenue devant le miroir.
La femme qui s'y trouvait n'était plus une vieille dame fragile. C'était quelqu'un de prêt à se battre pour la vérité. Je savais qu'à partir de ce moment, je n'étais plus la mère de Michel. J'étais une femme traquée par sa propre famille, et au fond de moi, je sentais que cette guerre se terminerait en larmes, mais pas les miennes. Dans les jours qui ont suivi, l'air dans la maison est devenu suffocant. J'ai commencé à remarquer les petits détails que j'avais l'habitude de négliger. Des détails qui, à la lumière de la note du docteur Henry, devenaient glaçants. Ce matin-là, en entrant dans la cuisine, j'ai vu Ambre tenant mes médicaments pour le cœur, étrangement concentrée. Elle a souri en me remarquant. « Maman, tu es levée tôt. Je vérifie juste tes pilules. Je ne voulais pas qu'elles soient périmées. » Je me suis approchée et j'ai pris le flacon. L'étiquette était toute neuve. Le nom correspondait, mais la dose indiquée était le double de ma dose habituelle. J'ai demandé, en gardant ma voix égale, « Qui a changé cette étiquette ?» Ambre a souri doucement. « Je l'ai apportée à la pharmacie pour toi. » Le pharmacien a dit que celle-ci est plus efficace. Tu as oublié, n'est-ce pas? Plus efficace. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un refrain sinistre. Je savais que je n'avais pas oublié. Je faisais semblant. J'ai hoché la tête, l'air reconnaissant, et quand elle s'est détournée, j'ai caché ce flacon dans un tiroir et j'ai remis l'ancien à sa place. Après cela, Ambre est devenue étrangement prévenante. Elle préparait le petit déjeuner, rangeait ma chambre et m'apportait même une tisane au lit tous les soirs. Mais sa voix était si sucrée qu'elle me donnait la chair de poule. « Maman, bois ça pour mieux dormir. Tu as été oublieuse ces derniers temps. C'est probablement le stress. » J'ai répondu avec un mince sourire. Je savais qu'elle construisait l'image d'une vieille dame oublieuse, afin d'avoir un jour des preuves au tribunal que je n'avais plus de capacité juridique. La nuit, quand Michel rentrait, il parlait pendant des heures dans le salon. J'étais assise à l'étage, la lumière se déversant par-dessus la rampe, captant des bribes de conversation. Maison de repos, psychologue, évaluation cognitive. Le plus tôt sera le mieux. J'ai frissonné. Il se préparait soigneusement, étape par étape. Quelques jours plus tard, Michel a commencé à beaucoup parler des soins aux personnes âgées, comme s'il comparait des plans d'assurance. « Maman, je pense que nous devrions trouver un endroit où un médecin peut te voir tous les jours. Ambre et moi sommes occupés. Et si tu t'évanouissais ?» J'ai lu des informations sur une maison de retraite haut de gamme à Écully. Il y a une piscine, un jardin. J'ai demandé lentement. « Tu penses que je devrais y aller bientôt ? Je veux juste que tu reçoives de meilleurs soins. » Cela semblait raisonnable, mais la façon dont il évitait mon regard disait autre chose. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était du soulagement. J'ai regardé Sophie. Elle était assise en silence, effrayée de parler. Elle avait l'habitude de bavarder sur l'école. Maintenant, elle ne faisait que forcer un sourire et s'esquivait. Je savais qu'Ambre lui avait mis des idées en tête. Grand-mère décline. Elle a besoin de surveillance. L'isolement s'infiltrait dans chaque repas. Même le bruit du couteau sur l'assiette sonnait comme du métal froid. J'ai réalisé que cette maison n'était plus un foyer. C'était une scène où l'on m'avait distribué le rôle de la grand-mère sénile et où il jouait la belle famille. J'ai décidé de jouer la sénile pour de vrai. J'ai accidentellement appelé Ambre, Alice, le nom de notre ancienne voisine. J'ai posé la même question 2 fois, j'ai fait semblant d'oublier la cuisinière, j'ai même laissé l'eau déborder sur le sol. Ambre était ravie. Elle a commencé à enregistrer mes phrases décousues. J'ai remarqué que son téléphone était toujours en mode enregistrement quand elle était près de moi. Une fois, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran quand elle a laissé le téléphone sur la table. La liste des enregistrements contenait des dizaines de fichiers nommés « Maman oublie encore »,« Confuse sur la date »,« Parle de manière incohérente ». J'ai souri pour moi-même.
Enregistre, Ambre. Bientôt, tu verras ce que tu as réellement capturé. Une nuit, j'étais couchée dans mon lit quand j'ai entendu Ambre au téléphone dans le couloir. La porte était légèrement entr'ouverte. Sa voix passait clairement. Non, je ne veux plus de retard. Elle n'en a plus pour longtemps de toute façon. Plus on attend, plus ça devient compliqué. Je me suis sentie glacée. Elle n'en a plus pour longtemps. Les mots m'ont écorché la peau comme une lame. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'enregistreur vocal et l'ai placé près de la fente de la porte. Chaque mot, chaque souffle, je l'ai sauvegardé. Elle a terminé l'appel avec un petit rire. Elle ne savait pas que cette conversation était le premier clou de son propre cercueil. Le lendemain matin, j'ai continué à jouer la naïve et j'ai bu la tisane qu'elle m'a apportée. Elle est entrée, cheveux blonds, parfum brillant et trop fort. Maman, je t'ai pris un rendez-vous aujourd'hui. Un psychiatre. Il est très connu. Il aidera ta mémoire. J'ai feint l'hésitation. Un psychiatre? Je vais bien. C'est juste une évaluation. Simple. Il te posera quelques questions. J'ai hoché la tête. Parfois, la meilleure façon de démasquer un menteur est de le laisser croire que vous le croyez. Ambre m'a conduite dans une clinique de la banlieue. Petit bâtiment, nouvelle enseigne, un nom de médecin que je n'avais jamais entendu. La pièce me semblait glaciale. Pas de dossiers médicaux, juste un bureau, un ordinateur et un jeune homme à lunettes. Il ne m'a pas regardé et a parlé vite. Oubliez-vous souvent? Vous êtes-vous déjà perdu dans votre propre quartier? Ambre a répondu pour moi. Oui. La semaine dernière, elle est allée au marché et a oublié le chemin du retour. J'ai souri, faiblement. Oh, bien sûr. Et j'ai même oublié le nom de mon mari. Il n'a pas saisi le sarcasme. Il a griffonné, puis m'a tendu un formulaire à signer, un rapide coup d'œil. Rien sur un test de mémoire. C'était un consentement général, mais en bas, il y avait une ligne pour la signature du tuteur. J'ai fait semblant de perdre ma concentration et j'ai signé en dehors de la case pour que ma signature ne puisse pas être utilisée comme preuve. Ambre a froncé les sourcils et j'ai murmuré « Désolée », mes mains tremblantes. En partant, elle a passé un bras autour de moi, la voix douce et sinistre. « Ce n'est pas grave, maman. Juste un contrôle. Laisse-moi m'en occuper. » J'ai regardé dans le miroir du couloir. Une femme âgée, aux yeux brillants, contenant une tempête. J'ai dit silencieusement « Vas-y, Ambre, je vais m'en occuper aussi, à ma façon. » Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre en écoutant la pluie taper sur l'auvent. À l'intérieur, Ambre et Michel parlaient de prendre des vacances. Ils riaient comme si aucun mot n'avait jamais été glissé dans ma poche. J'ai ouvert mon téléphone et réécouté la phrase d'Ambre. Elle n'en a plus pour longtemps. Sa voix dans le noir sonnait creuse comme une crypte. J'ai serré mon téléphone. Il était temps de faire appel à quelqu'un qui connaissait la loi mieux qu'eux. J'ai ouvert mes contacts et trouvé Maître Dubois, l'avocat plus âgé qui nous avait aidés, Robert et moi, avec des investissements il y a des années. J'ai appelé. Sa voix était rauque, familière. « Hélène, ça fait longtemps. Que se passe-t-il » J'ai dégluti, essayant de calmer le tremblement. « Maître Dubois, je pense que ma famille complote pour me faire du mal. » Silence pendant quelques secondes. Puis, il a parlé lentement. « Commencez par le début. » Et je l'ai fait, chaque détail, chaque chose étrange qu'Ambre avait faite, chaque signe que j'avais manqué auparavant. Quand j'ai fini, il a soupiré. « Vous avez bien fait de m'appeler ? Ne paniquez pas, Hélène. À partir de maintenant, enregistrez tout ce qu'ils font et disent. Vous n'êtes pas seule. » J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. Les lampadaires se reflétaient sur la vitre embuée
et j'y ai vu mon visage, fatigué mais clair. Je savais que le jeu avait changé. Si Ambre voulait faire de moi celle qui oublie, je m'assurerais qu'elle oublie ce que signifie la sécurité. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère à la maison devint encore plus lourde, presque irrespirable. Chaque geste anodin d'Ambre me paraissait maintenant calculé, chaque parole mielleuse cachait une intention malveillante. Je me sentais comme une actrice sur une scène dangereuse, obligée de jouer le rôle de la vieille dame confuse pour survivre. Je continuais à observer, à écouter, mon téléphone devenant mon allié le plus précieux. Je prenais soin de le garder toujours sur moi, l'enregistreur vocal, prêt à être activé à la moindre occasion. Ambre, de son côté, redoublait d'efforts pour documenter ma prétendue sénilité. Elle me posait des questions pièges sur des événements passés, souriant avec une fausse compassion quand je feignais l'hésitation. « Tu vois, maman, tu ne te souviens plus de l'anniversaire de Sophie l'année dernière. Ne t'inquiète pas, c'est normal à ton âge. » Je hochais la tête docilement, le cœur serré de rage. Elle ne documentait pas ma faiblesse, elle documentait sa propre cruauté. Un après-midi, alors que je lisais dans le salon, Michel s'est assis en face de moi. Il avait l'air tourmenté, évitant mon regard. « Maman, on a trouvé une résidence formidable à Caluire. Ils ont des activités, des soins médicaux sur place. C'est pour ton bien. » Il parlait d'une voix monocorde, comme s'il récitait un texte appris par cœur. J'ai posé mon livre. « Michel, regarde-moi. » Il a levé les yeux et pour la première fois, j'ai vu non pas de la méchanceté, mais une profonde lâcheté. Il était pris au piège, un pion dans le jeu d'Ambre. « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour moi? Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi? » Des larmes ont rempli ses yeux, mais il a détourné la tête. C'est la meilleure solution, pour tout le monde. Il s'est levé et est parti, me laissant seule avec le poids de sa trahison. Ce n'était pas seulement la cupidité, c'était aussi la faiblesse qui le guidait. Cette nuit-là, j'ai contacté Maître Dubois à nouveau, lui envoyant par email sécurisé les derniers enregistrements, y compris la conversation avec Michel. Sa réponse est arrivée rapidement. « Excellent, Hélène. Chaque pièce s'ajoute au puzzle. Sa lâcheté est aussi une preuve. Continuez. Soyez prudente. » Il m'a également donné des instructions précises. Si elle vous présente un document, quel qu'il soit, prétendez avoir du mal à lire. Demandez-lui de vous l'expliquer à voix haute. Son explication sera enregistrée et deviendra une preuve de sa manipulation. Le conseil était brillant. Quelques jours plus tard, Ambre est arrivée avec une liasse de papiers. « Maman, ce sont juste des formalités pour l'assurance maladie. Il faut que tu signes ici pour que je puisse gérer tes remboursements. Tu sais, avec tes problèmes de mémoire, c'est plus simple. » Je me suis penchée sur le document, plissant les yeux. « Oh, ma chérie, ces lettres sont si petites. Peux-tu me lire ce que ça dit exactement? » Surtout les petits caractères. Tu sais comme c'est important. Un éclair d'impatience a traversé son visage, mais elle s'est vite ressaisie. Elle a commencé à lire, mais en omettant des phrases clés, simplifiant des clauses complexes qui lui donnaient en réalité un contrôle bien plus large que de simples remboursements. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque mensonge par omission, était capturé par mon téléphone posé sur la table, à côté de ma tasse de tisane. « Voilà, tu vois, c'est tout simple, » a-t-elle conclu avec un sourire éclatant. J'ai pris le stylo. « Merci, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Et j'ai apposé une signature tremblotante et à peine lisible, délibérément différente de ma signature habituelle. Cette signature ne me condamnait pas, elle la condamnait, elle. Le sentiment d'isolement devenait de plus en plus pesant. Sophie m'évitait. Autrefois, nous passions des heures à discuter de ses cours à la fac,
de ses amis, de ses rêves. Maintenant, nos conversations étaient brèves et superficielles. Je voyais dans ses yeux un mélange de pitié et de peur, un reflet de ce que sa mère lui racontait sur moi. Cela me brisait le cœur plus que tout le reste. Perdre ma maison et mon argent était une chose, mais perdre l'amour et le respect de ma petite fille était une torture. Je devais trouver un moyen de lui faire comprendre, sans révéler mon jeu. Un soir, je l'ai trouvée seule dans la cuisine. Je lui ai pris la main. « Sophie, je sais que les choses sont étranges en ce moment. Mais quoi que tu entendes, quoi que tu vois, souviens-toi toujours de la grand-mère qui t'a appris à faire du vélo et qui te lisait des histoires. Cette personne n'a pas disparu. » Elle a retiré sa main, mal à l'aise. « Je sais, grand-mère. C'est juste que… Maman dit que tu as besoin de beaucoup de repos. » Elle est partie rapidement, me laissant le cœur en miettes. Mais j'espérais avoir planté une graine de doute. Je savais qu'au fond, Sophie avait un bon cœur. Il était juste enseveli sous les mensonges de sa mère. La tension était à son comble. Je sentais qu'ils allaient bientôt passer à l'étape suivante. Je devais être prête à partir. Je passais mes nuits à planifier mon évasion, à revoir mes finances secrètes, à mémoriser les horaires de bus. Chaque craquement du plancher me faisait sursauter. Je n'étais plus chez moi. J'étais en territoire ennemi. La femme qui avait dirigé un service de comptabilité, qui maniait des millions d'euros avec précision, était maintenant réduite à vivre comme une fugitive dans sa propre maison. Mais cette peur était aussi un moteur. Elle aiguisait mes sens, renforçait ma détermination. Il m'avait sous-estimée. Il voyait une vieille femme fragile et oublieuse. Il ne voyait pas la combattante qui se préparait dans l'ombre. Et leur erreur allait être leur perte. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maître Dubois comme prévu. Son cabinet était au 12e étage d'un vieil immeuble du centre de Lyon, sentant encore le chêne et baigné d'une lumière jaune et chaude à travers les stores. Maître Dubois avait maintenant plus de 70 ans, les cheveux presque entièrement blancs. Mais ses yeux étaient aussi vifs que lorsqu'il représentait mon mari dans des affaires d'investissement. Quand je lui ai tout raconté, il n'a pas interrompu, s'est contenté de s'asseoir, les doigts entrelacés, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, Maître Dubois s'est penché en avant, la voix basse et ferme. « Je vous crois, Hélène, et je ne pense pas que ce soit juste un problème familial. » Il a ouvert son ordinateur portable et m'a demandé de fournir des copies des documents qu'Ambre m'avait aidé à organiser. J'ai sorti un dossier de mon sac, relevé bancaire, assurance vie, acte de propriété de la maison. Maître Dubois a lu rapidement, puis s'est arrêté sur un formulaire médical portant ma signature. Il a tapoté le bas de la page où une ligne en gras indiquait « La patiente présente des signes de déclin cognitif léger ». Ses yeux se sont assombris. « Avez-vous déjà signé cela ?»« Non, je ne l'ai jamais vu. » C'est ce que je pensais. Il a pris son téléphone, a appelé quelqu'un de son équipe d'enquêteurs privés et leur a demandé de vérifier les dépôts au tribunal de grande instance de Lyon. En moins de 2 heures, le résultat est tombé, clair. Ambre avait déposé une demande de mise sous tutelle de mon patrimoine, citant le déclin de la mémoire de sa belle-mère et son manque de capacité juridique. Mon cœur battait la chamade. Maître Dubois a continué, la voix sèche et froide. J'ai regardé le dossier. Ils ont également soumis une évaluation psychologique. Ce rendez-vous chez le spécialiste que vous avez mentionné. Le papier dit que vous avez consenti. J'ai laissé échapper un rire amer. Consenti ? J'ai signé au mauvais endroit. Comment peuvent-ils encore l'utiliser ? Maître Dubois a répondu « S'il y a une signature, ils prétendront que c'est dû à une cognition altérée. Mais ne vous inquiétez pas,
Je prouverai qu'elle n'est pas valide. Il a griffonné quelques lignes dans son carnet. Nous avons besoin de preuves directes, audio et vidéo. Pouvez-vous faire ça? J'ai hoché la tête. J'ai géré des millions. Je ne suis pas aussi naïve qu'il le pense. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai agi normalement. Ambre m'a accueillie avec un sourire trop éclatant, comme si elle craignait que la vraie lumière ne fissure son masque. « Où étais-tu toute la journée, maman ?» Je m'inquiétais. Je suis allée acheter quelques petites choses. Je vais bien. Elle m'a pris la main, les yeux si tendres que cela semblait faux. S'il te plaît, ne va plus très loin. J'ai peur que tu te perdes. J'ai simplement souri. Dans ma tête, un plan se formait. Cette nuit-là, j'ai ouvert un tiroir en bois et j'ai sorti 3 mini-caméras que j'utilisais autrefois pour surveiller les chantiers. J'en ai placé une dans le salon, une dans la cuisine et une sur l'étagère du bureau, l'endroit où Ambre passait souvent des appels. Elles étaient toutes connectées à un disque dur externe caché dans une vieille boîte à biscuits. Pendant les 3 premiers jours, j'ai agi comme si de rien n'était. Je souriais encore, je leur demandais encore comment ils allaient, je laissais encore Ambre s'occuper de moi. Mais à l'intérieur, j'enregistrais tranquillement chaque mot, chaque regard, chaque petit geste. Le 4e après-midi, quand Ambre est sortie, j'ai vérifié la carte mémoire. La vidéo était granuleuse, mais l'audio était clair. Elle était au téléphone, ça ressemblait à son avocat personnel. « Oui, s'il vous plaît, préparez les documents de transfert. La maison de la Croix-Rousse sera à mon nom et à celui de Michel. Ma belle-mère a déjà accepté. Nous avons juste besoin qu'un médecin confirme qu'elle n'a plus ses capacités. Oui, je vous enverrai les dossiers médicaux et une copie du testament par email. Et n'oubliez pas, j'ai besoin des papiers légaux pour que je puisse la vendre juste après que mon nom y soit inscrit. » La voix d'Ambre était égale, froide. Sans la moindre hésitation, elle parlait de moi comme d'un produit approchant de sa date de péremption. J'ai serré le poing. La rage se propageait, mais la raison m'a ramenée. Je ne pouvais pas me précipiter. J'ai envoyé l'enregistrement à Maître Dubois. Il a répondu brièvement. « Bien, laissez-les tout exposer eux-mêmes. Ne changez pas votre comportement. » Cette nuit-là, alors que je lisais le journal dans le salon, j'ai entendu Michel chuchoter au téléphone dans la cuisine. « Ouais, je dois vendre quelques actions. Et la maison devrait bientôt être à mon nom. Ma femme s'en occupe. » Sa voix était légère comme l'air. Il ne restait rien du fils qui avait pleuré sur la tombe de son père. Je me suis souvenu de ce que Maître Dubois avait dit. « Votre fils a des problèmes financiers. » Maintenant, je comprenais. Michel devait 200 000 € après un investissement raté. Il avait besoin d'argent et j'étais un trésor ambulant. Plus j'y pensais, plus j'avais froid. Ambre ne voulait pas seulement contrôler les actifs, elle voulait m'effacer complètement. Une personne déclarée légalement incapable n'a pas de voix, pas de nom sur les documents et peut être emmenée n'importe où. Quelques jours plus tard, Sophie a commencé à agir bizarrement. Elle tenait souvent son téléphone pour m'enregistrer chaque fois que je faisais un lapsus. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai entendu le déclic de l'appareil photo. Sophie a rougi et a chuchoté. « Maman m'a demandé d'enregistrer, juste pour les souvenirs, grand-mère. » « Des souvenirs, hein ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ils se sont détournés, teintés de peur. Non, elle ne comprenait pas qu'elle était utilisée. J'ai gardé ma voix douce. « D'accord, tu peux enregistrer. Souviens-toi juste que parfois, ce que tu captures devient une preuve pour la vérité, pas pour le mensonge. » Sophie a semblé secouée et s'est dépêchée de quitter la pièce. Cette nuit-là, quand la maison était sombre, mon téléphone a vibré doucement. Un numéro inconnu, le docteur Henry.
Je suis sortie sur la terrasse et j'ai répondu dans le noir. Madame Lambert, je ne peux parler que brièvement. Ils sont venus me voir cet après-midi avec une enveloppe. Ils voulaient que je signe un rapport disant que vous avez un déclin de mémoire sévère. Et vous? J'ai refusé, mais j'ai peur qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Vous devriez partir avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix était urgente, empreinte d'une peur réelle. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis restée silencieuse dans la nuit. Dans la rue vide, les lumières jaunes s'étiraient comme des lignes d'avertissement. Je suis rentrée et j'ai regardé autour de moi. Tout était calme, mais sous le calme se trouvait un champ de mines prêt à exploser. Je savais ce que je devais faire. J'ai sorti le disque dur contenant toutes les séquences des 3 caméras. J'ai passé toute la nuit à tout sauvegarder sur 3 clés USB. J'ai étiqueté chacune différemment et les ai cachées dans des endroits séparés. Une sous la terre dans le pot d'orchidée, une dans le vieux tiroir de Robert et une dans la poche du manteau que je portais toujours. Quand j'ai eu fini, j'ai écrit une courte note et je l'ai laissée sur la table de la salle à manger. Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Ne me cherchez pas. J'ai posé le stylo dessus, juste à côté de notre photo de mariage. Les yeux de Robert sur la photo étaient aussi doux que jamais. Mais je savais que s'il était en vie, il n'aurait jamais laissé cela arriver. J'ai changé de vêtements et j'ai pris une petite valise. À l'intérieur, il n'y avait que quelques tenues, le livret d'épargne, mon téléphone et une vieille photo de famille. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 2 heures du matin. La maison était silencieuse, juste le vent dans les platanes devant. J'ai descendu les escaliers lentement, ma main frôlant la rampe glacée. Chaque marche semblait contenir un souvenir. Anniversaire, Noël, dîner de famille, tout s'effaçait avec ma dernière parcelle de confiance. Avant d'ouvrir la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Sur le crochet près de la porte, le mot du docteur Henry était toujours dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon portefeuille. C'était la seule chose qui me faisait croire que la justice existait encore. Je suis sortie et j'ai fermé la porte si doucement qu'elle n'a pas fait de bruit. La nuit m'a enveloppée, froide et profonde. Mais à l'intérieur, une petite lumière brûlait, la lumière de quelqu'un qui n'avait plus peur. J'ai tiré ma valise, les roulettes sur le trottoir, battant comme le rythme d'un nouveau départ. Je me suis murmuré. À partir de maintenant, je ne fuis plus. Je me prépare à leur montrer ce qui arrive quand la proie se défend. Et sur ce, j'ai disparu de cette maison. Personne ne le savait. Mais quand le matin viendrait, Ambre se réveillerait dans une maison vide, n'imaginant jamais que la proie qu'elle pensait acculer avait commencé à chasser à son tour. J'ai quitté Lyon cette même nuit. Le vent froid qui descendait du Rhône me giflait le visage comme de minuscules lames. Mais je ne sentais rien. Il n'y avait qu'un seul but dans mon esprit: disparaître avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre. J'ai pris le premier bus pour la banlieue sud et je suis descendue dans une petite ville appelée Vienne où personne ne savait qui j'étais. J'ai loué une chambre bon marché au 2e étage d'un vieil immeuble en briques en m'enregistrant sous le nom de Grace Walter, le nom que j'avais utilisé pour un cours de comptabilité il y a 40 ans. La chambre était petite, avec un plafond bas, et une seule fenêtre donnant sur le parking. Le lit grinçait, et l'odeur d'humidité et d'eau de javel se mélangeait. Mais je me sentais étrangement à l'aise. J'avais passé ma vie dans de belles maisons, mais je ne m'étais jamais sentie aussi libre que maintenant. Personne ne savait où j'étais. Ni Ambre, ni Michel, pas même Sophie. Je me suis assise sur une chaise en plastique.
J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et je me suis connectée au compte bancaire d'urgence que Robert et moi avions ouvert. Les fonds étaient intacts. J'ai expiré. Au moins, il n'avait pas trouvé ce fil. 2 jours plus tard, Ambre a appelé la police. La première nouvelle que j'ai vue était sur un site web local. Femme âgée atteinte de démence portée disparue. La famille craint pour sa sécurité. Sous le message, il y avait ma photo, un visage bienveillant, un sourire doux de l'anniversaire de l'année dernière. J'ai fixé mon image sur l'écran, une boule dans la gorge. Une partie de moi voulait crier qu'il mentait. L'autre partie a eu un sourire amer parce que maintenant, Ambre avait resserré le nœud coulant qu'elle s'était fabriqué pour elle-même. Elle faisait semblant d'être inquiète, pleurant devant la caméra, les mains tremblantes en tenant ma photo, la voix brisée. Ma mère est partie quelque part dans la nuit. Elle n'a pas pris son téléphone. Pas d'argent. Si quelqu'un la voit, s'il vous plaît, appelez-nous. Maman, je veux juste que tu rentres à la maison. Ambre pensait que de fausses larmes pouvaient me cacher sa culpabilité. Mais la vérité trouve toujours son chemin. Le croyez-vous, que la justice, même tardive, arrive toujours? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis restée assise dans la chambre de motel sombre, regardant cette image sur une vieille télévision, me sentant triste, en colère et étrangement pleine de pitié tout à la fois. Ambre était une meilleure actrice que je ne l'avais pensé. Elle savait exactement comment faire croire au monde qu'elle était la belle-fille parfaite, inquiète pour une belle-mère confuse. Mais il y avait une personne qu'elle ne pouvait pas tromper. Maître Dubois, à Lyon. Maître Dubois continuait de travailler en silence. Il a contacté un détective privé, un ancien policier nommé Morel, pour faire équipe. Maître Dubois m'a appelé sur le numéro sécurisé que nous avions convenu, une sonnerie puis raccroché, comme un signal que tout va bien. 3 jours plus tard, il a envoyé un email crypté. Ambre a ouvert une carte de crédit supplémentaire à votre nom. Dette totale, 18 600 €. Nous avons recueilli les preuves. J'ai tremblé en lisant cette ligne. Elle ne voulait pas seulement la maison. Elle voulait détruire mon nom et ma solvabilité pour me transformer en quelqu'un de légalement incapable aux yeux de la loi. J'ai répondu brièvement « Merci. Je resterai silencieuse. » Samedi soir, j'ai allumé la télévision pour les informations. À l'écran, il y avait Ambre, maquillage léger, yeux rougis, mains jointes lors d'une interview en direct. J'espère juste que quelqu'un nous aidera à retrouver ma mère. Elle pourrait être dehors, perdue, ne se souvenant plus de qui elle est. Elle a fait une pause, a baissé la tête, la voix étranglée. À côté d'elle se trouvait Michel, l'air fatigué, mais sans une seule vraie larme. Un bandeau défilait en bas. La famille Lambert demande à la communauté de l'aider à retrouver une personne disparue. J'ai regardé mes propres yeux sur l'écran et j'ai senti un pincement au cœur. Le nom de Lambert, la fierté de ma vie, était devenu un ticket médiatique bon marché. Puis, j'ai vu Sophie. Elle se tenait derrière Ambre et ses yeux étaient vraiment gonflés de larmes. Quand le journaliste lui a posé une question, elle a dit doucement « Je veux juste que ma grand-mère rentre à la maison. » J'ai levé la main vers l'écran sans m'en rendre compte, des larmes coulant sur mon visage. Sophie était toujours l'enfant que j'avais tenu dans mes bras, la seule lumière dans cette famille, mais je ne pouvais pas me montrer. Pas maintenant. Si je revenais, toutes les preuves perdraient leur valeur et chaque plan s'effondrerait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai écrit à Maître Dubois pour lui dire que j'étais en sécurité et que je resterais en contact via la boîte de réception cryptée. Je lui ai également demandé d'envoyer une enveloppe anonyme à l'adresse de Sophie. Juste un seul mot qui disait « Ne crois pas tout ce que tu entends. Je suis toujours là et je t'aime. » Sans signature. Je savais qu'elle comprendrait. Une semaine s'est écoulée. Je vivais tranquillement dans la petite chambre. Le jour,
Je marchais jusqu'au magasin près de l'arrêt de bus pour acheter des conserves. La nuit, j'ouvrais mon ordinateur portable, lisais les nouvelles et prenais des notes sur chaque détail de ma disparition. Chaque fois que le visage d'Ambre apparaissait à la télévision, je pensais qu'elle resserrait la corde autour de son propre cou. Je me suis souvenu de ce que Maître Dubois avait dit. Si vous voulez attraper un menteur, laissez-le parler le plus possible. Et Ambre parlait sans arrêt. Un après-midi, Maître Dubois m'a envoyé le premier rapport de Morel. Il ne faisait que 10 pages, mais chaque ligne était une coupure profonde. Ambre avait utilisé la carte de crédit supplémentaire à mon nom pour acheter des bijoux, des sacs de marque et verser un acompte à une agence immobilière. Elle avait contacté au moins 3 cabinets d'avocats pour discuter du transfert des actifs d'une personne légalement incapable. Michel avait vendu une partie de mes actions via le compte joint, auquel je lui avais un jour permis d'accéder uniquement pour payer les factures. Et le plus important, Ambre mettait ma maison en vente. Morel a également inclus une capture d'écran du site de l'agence. Magnifique maison de caractère à la Croix-Rousse, Lyon. Transfert de propriété en attente. Juste en dessous se trouvait le prix demandé. 1,2 million d'euros. J'ai fixé ce chiffre et mon cœur s'est tordu. Pas à cause de l'argent, mais à cause des souvenirs. Chaque brique, chaque marche de cette maison portait la sueur et l'amour de Robert et moi. Et maintenant, elle était mise en vente comme une marchandise par la personne même qui m'appelait autrefois maman. J'ai envoyé à Maître Dubois une courte ligne. « Merci, n'agissez pas encore. Laissez-les finir leur première arnaque. » Il a répondu immédiatement. « Compris. Nous les laisserons rédiger leur propre acte d'accusation. » J'ai fermé l'ordinateur portable et regardé par la fenêtre. Le coucher de soleil colorait de rouge le ciel de la banlieue. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnant entre les vieux bâtiments. Je me suis demandé si Sophie riait encore comme ça. J'ai chuchoté. « Donne-moi encore un peu de temps, Sophie. Quand tout sera clair, je rentrerai à la maison. » Puis, j'ai tiré les rideaux, éteint la lumière et me suis assise tranquillement dans le noir. Ce n'était plus de la peur. C'était la patience de quelqu'un qui sait qu'elle est du bon côté de la vérité. Le premier vent d'automne s'est glissé par le cadre de la porte, apportant l'odeur de la terre humide et des feuilles sèches. J'ai fermé les yeux et imaginé Ambre signant le contrat de vente, souriant toujours avec confiance. Elle ne savait pas que chaque signature se transformait en une empreinte digitale de sa culpabilité. Et quelque part, hors de sa vue, moi, la femme qu'elle pensait sénile et disparue, je rassemblais chaque pièce pour ramener la justice. Je suis restée à Vienne pendant près de 2 semaines supplémentaires, suivant discrètement chaque mouvement d'Ambre grâce aux mises à jour de Maître Dubois. Elle agissait vite, trop vite, et c'était la faille fatale de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Un matin, Maître Dubois m'a convoqué dans un petit bureau qu'il avait loué pour travailler discrètement. Quand je suis entrée, il était là avec une tasse de café froid et une épaisse pile de dossiers. La lumière chaude de la fenêtre dessinait des lignes profondes sur son visage buriné. « Hélène, dit-il, j'ai visionné toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Il y a un clip où Ambre ouvre le coffre-fort et sort les papiers de la maison et le livret d'épargne. C'est une preuve solide, mais nous avons besoin d'un dernier coup pour en finir une bonne fois pour toutes. » Je me suis assise en silence, sentant mon rythme cardiaque ralentir. Chaque fois qu'il disait « en finir », j'avais du mal à respirer, non pas par peur, mais parce que je savais que le prix de la justice n'est jamais mince. « Que voulez-vous que je fasse ?» ai-je demandé. Maître Dubois a pris une gorgée, les yeux s'éclaircissant. « Laissez-la se poignarder elle-même. Vous allez lui écrire une lettre manuscrite, douce, affectueuse. Dites que vous êtes désolé,
que vous lui faites confiance et que vous êtes prête à signer une procuration. Ce sera l'appât parfait. Je l'ai regardé sans parler. Je n'avais jamais joué la comédie de ma vie, mais maintenant, si je voulais retrouver la vérité, je devais devenir la meilleure actrice que le destin ait jamais créée. Cette nuit-là, je me suis assise à la vieille table en bois de la chambre et j'ai écrit chaque mot avec une main délibérément tremblante. Chère Ambre, je sais que je vous ai inquiété ces derniers temps. Je veux juste la paix et ne veux déranger personne. J'ai beaucoup réfléchi et je comprends que tu ne veux qu'aider. Si tu le souhaites toujours, je suis prête à signer une procuration financière. Je te fais confiance pour t'occuper de tout pour moi. Avec tout mon amour, maman, Hélène. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe et j'ai écrit l'adresse d'une écriture légèrement inclinée, assez pour ressembler à une vieille femme vraiment fatiguée. Le lendemain, je l'ai postée et j'ai envoyé un court mot à Maître Dubois. Cela a commencé juste 2 jours plus tard, exactement comme il l'avait prédit. Ambre a appelé Maître Dubois d'une voix tremblante, lui demandant s'il pouvait organiser une réunion pour aider maman à signer la procuration légale. Maître Dubois a calmement dit qu'il soutiendrait le processus pour s'assurer que tout soit légal. Il m'a envoyé un message juste après. Ils ont mordu. Soyez prête. Je vous enverrai le matériel d'enregistrement. J'ai lu le message et j'ai souri. Mes mains tremblaient, mais d'adrénaline, pas de peur. Il était temps de reprendre le rôle de la fragile Hélène en laquelle Ambre croyait. La veille de la réunion, Maître Dubois est venu dans ma chambre. Il a apporté une montre vintage en argent, simple à l'extérieur, mais avec un micro minuscule à l'intérieur, connecté à un enregistreur dans sa veste. Portez-la simplement. Ne parlez pas beaucoup. Laissez-les parler, a-t-il conseillé. J'ai hoché la tête, caressant le cadran de la montre. C'était froid et lourd, comme le temps lui-même se dirigeant vers le moment du jugement. Et s'ils deviennent méfiants? Ai-je demandé doucement. Ambre pense que vous perdez la tête. Vous pouvez dire tout ce qu'une personne confuse dirait. Laissez-les y croire une dernière fois. La signature était prévue à la maison, le foyer qui avait été mon havre de paix. Quand la voiture de Maître Dubois s'est garée, j'ai vu Ambre attendre près de la porte, élégamment vêtue, souriant comme si elle était sur le point de recevoir un prix prestigieux. « Maman » dit-elle, m'enlaçant d'un bras, mielleuse, douce. « Je suis si heureuse que tu sois revenue. » J'ai forcé une réponse tremblante. « Tu m'as manqué, ma bonne belle-fille. » Maître Dubois a suivi avec un calme professionnel. Ambre nous a conduits au salon, les papiers déjà étalés. Michel était assis à côté d'elle, silencieux, les yeux évitant les miens. « C'est la procuration, » dit Ambre, posant le paquet sur la table, sa voix tremblant d'excitation. « Une fois que tu auras signé, Michel et moi gérerons tout pour toi. » J'ai parcouru les pages, des lignes de texte denses, et j'ai repéré des modifications, des phrases comme « pleine autorité pour effectuer des transactions et disposer des biens, y compris les biens immobiliers. » Elle était prudente, mais pas assez. J'ai levé les yeux et j'ai demandé doucement. « C'est pour que tu puisses m'aider, n'est-ce pas ?» Ambre a souri, la voix ferme. « Bien sûr, maman. Après aujourd'hui, tout appartiendra à la famille. » Tout appartiendra à la famille. Les mots ont flotté légèrement, mais à mes oreilles, ils ont résonné comme des chaînes enfermant une âme. J'ai eu un faible sourire et j'ai pris le stylo. J'ai fait trembler ma main exprès, j'ai tracé une ligne tordue et j'ai signé bien en dessous de la ligne désignée. Personne n'a remarqué. Ils étaient trop concentrés sur le papier qu'ils pensaient être leur victoire. En face de moi, Maître Dubois a baissé la tête comme s'il prenait des notes, mais il vérifiait l'enregistreur. La pièce contenait chaque mot, chaque souffle.
Quand j'ai eu fini, Ambre a rayonné et s'est tournée vers Michel. « C'est fait, enfin. » J'ai feint la fatigue, m'adossant. « Puis-je me reposer maintenant ?»« Bien sûr, maman. Repose-toi. Je m'occuperai du reste. » Je me suis levée lentement et j'ai légèrement touché l'épaule de Michel. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de vague regret sur son visage, mais elle est passée. La cupidité l'avait trop bien ligoté. Je me suis dirigée vers la porte, puis j'ai regardé en arrière vers Ambre, son visage rayonnant de triomphe, et j'ai murmuré « Merci de m'avoir aidé à tout comprendre. » Elle n'a pas compris. Elle a juste souri. « J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. » La porte s'est fermée et Maître Dubois m'a suivi dehors. Dans la cour, il a parlé doucement, les yeux devenus froids. « Tout est enregistré. La police en aura une copie demain matin. » J'ai pris une profonde inspiration et je n'ai rien dit. La brise du Rhône portait l'odeur des feuilles mortes. J'ai levé les yeux vers le toit, autrefois un lieu sûr, maintenant une scène de crime de trahison. Alors que la voiture s'éloignait de la Croix-Rousse, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Le crépuscule baignait la maison d'une lumière ambrée, les fenêtres brillant comme une bougie sur le point de s'éteindre. Je savais que lorsque le soleil se lèverait demain, la vie d'Ambre ne serait plus jamais la même. Maître Dubois a conduit en silence. Au coin de la rue, il m'a tendu une clé USB, une copie de la vidéo. « Vous devriez la garder. » Je l'ai prise, ma main un peu instable. « Merci, Maître Dubois. Pas seulement pour la justice, mais pour m'avoir cru. » Pas de remerciements nécessaires. J'aide les gens qui le méritent, a-t-il dit avec un léger sourire. Puis, il a ajouté « Quant à elle, Ambre, elle vient de signer sa propre condamnation. » J'ai regardé dehors, alors que les lampadaires s'allumaient un par un. Dans cette lumière, mon reflet semblait plus vieux, plus fatigué et plus fort que jamais. Ambre pensait avoir gagné, mais aujourd'hui était le jour où elle a commencé à perdre. Et moi, la faible proie dans son esprit, j'avais finalement transformé cette faiblesse en un piège d'acier, se refermant sur son stratagème en plein milieu des rires de la traîtresse. Ce matin-là, Lyon portait un froid grisâtre, comme de la cendre. J'étais assise à l'arrière de la voiture de Maître Dubois, regardant les arbres nus défiler par la fenêtre. Il tenait le volant, les yeux fixes. Nous avions attendu des semaines pour cela, le moment où la justice cesserait d'être abstraite. « Vous êtes sûre, Hélène ?» a demandé doucement Maître Dubois. « Je suis sûre depuis le jour où ils ont signé ce papier. » ai-je répondu, calme. Devant nous se trouvait la maison de la Croix-Rousse. Le foyer, autrefois rempli de rires, arborait maintenant une pancarte. « À vendre. Journée portes ouvertes aujourd'hui ?» De petits drapeaux flottaient au vent. Sur le porche, j'ai entendu Ambre discuter avec un agent. Elle souriait toujours, toujours confiante, croyant toujours que le monde tenait dans sa main. Je n'avais plus besoin de me cacher. Aujourd'hui, j'allais entrer en tant que véritable propriétaire de cette maison et clore le cauchemar nommé Ambre Lambert. 2 policiers en civil sont venus avec Maître Dubois. Ils ont sonné et quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Ambre, dans une élégante robe beige, s'est figée en me voyant. Son sourire s'est durci. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. « Toi, tu as osé me piéger. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, Ambre, tu t'es piégée toi-même. J'ai juste attendu que tu y entres. » L'air est devenu lourd. Michel est sorti du salon, son téléphone à la main, et s'est arrêté net en me voyant. Son visage a blêmi, puis s'est tordu de confusion. « Maman, je pensais que tout était réglé. »
Jamais, Michel, ai-je dit. Pas même de loin. Je suis entrée dans la maison. Tout était comme je m'en souvenais. Le tapis vert, notre photo de mariage sur le mur, le parfum d'ambre flottant dans l'air. Mais au lieu de réconfort, je n'ai ressenti que du froid, comme si j'entrais dans la maison d'un étranger. Les officiers ont lu le mandat. Madame Ambre Lambert, nous avons un mandat pour perquisitionner et saisir tous les appareils et documents liés à une suspicion de fraude, de falsification de dossiers médicaux et de vol d'actifs. Ambre a pâli, reculant. Qu'est-ce que c'est, une blague? Je ne fais que gérer les procédures légales pour ma belle-mère. Maître Dubois n'a pas dit un mot. Il a simplement ouvert sa mallette en cuir, a sorti une épaisse pile de dossiers et l'a posée sur la table. Voici les preuves. Des dossiers médicaux falsifiés, une demande de tutelle avec votre signature et l'enregistrement de la signature que la police et moi avons supervisée. Ambre a secoué la tête et a eu un rire amer. Non, vous inventez tout ça. Elle est délirante. Elle a inventé tout ça pour se venger de moi. Maître Dubois n'a pas répondu. Il a ouvert son ordinateur portable et a lancé la vidéo. Des images d'Ambre ouvrant le coffre-fort et prenant des documents. Des images d'elle appelant son avocat. Après aujourd'hui, tout appartiendra à la famille. Des images de moi signant délibérément à côté de la ligne, puis mes derniers ces mots. Merci de m'avoir aidé à tout comprendre. Cela a résonné dans la pièce comme un acte d'accusation. Ambre s'est figée, son visage vidé de toute couleur. C'est impossible. Comment avez-vous obtenu tout ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. As-tu oublié? Tu m'as appris à signer pour te laisser tout gérer. J'ai seulement fait exactement ce que tu m'as dit. Michel s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains. Oh mon Dieu, c'est allé trop loin. C'est allé loin, ai-je dit lentement. Quand tu as accepté de les laisser ouvrir un compte de crédit à mon nom, quand tu es resté silencieux pendant qu'ils falsifiaient des dossiers. Il n'a rien dit, a juste baissé la tête, les épaules secouées. Je savais qu'il restait une parcelle de conscience en lui, mais il était trop tard. Sophie se tenait pressée contre l'escalier, le visage pâle. Quand j'ai regardé dans sa direction, elle a fondu en larmes. Je suis désolée, grand-mère. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Maman m'a dit que tu étais faible, que tu avais besoin de te reposer. Je l'ai tenue doucement. Ce n'est rien, Sophie. Maintenant, tu vois la vérité. Souviens-toi juste, ne reste jamais silencieuse face à l'injustice. Les officiers continuaient leur travail. L'un a rassemblé les ordinateurs. Un autre a pris les disques durs, les téléphones et une pile de papier étalée sur la table. Un officier a dit « Tout correspond aux preuves fournies par Madame Lambert. Nous avons également trouvé des emails avec 2 cabinets d'avocats concernant le transfert d'actifs d'une personne légalement incapable. » Ambre s'est levée d'un bond, criant « Non, tout est fabriqué. J'essayais seulement d'aider ma belle-mère. Je l'aime. » Sa voix s'est brisée, stridente, comme du métal grattant l'air. Maître Dubois est resté calme. De l'amour? Alors je suis sûre que cela explique la falsification de documents et l'ouverture de cartes de crédit à son nom. Ambre s'est tue, les lèvres serrées. À ce moment-là, le docteur Henry est entré. Il portait un long manteau et tenait les dossiers originaux. En le voyant, Ambre a presque crié. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Le docteur Henry l'a regardé, triste, plus qu'en colère. « Je suis ici pour dire la vérité. Vous êtes venu à mon cabinet et m'avez demandé de signer une fausse déclaration indiquant que Madame Hélène souffrait de démence. Vous avez dit que je serais convenablement dédommagée. J'ai refusé et je l'ai signalé. » Ambre tremblait. « Vous mentez. Je n'ai demandé qu'un avis.
Il a secoué la tête. J'ai toujours l'enregistrement. Vous avez clairement dit, si le docteur accepte de signer, j'enverrai un cadeau de 5 000 €. Voudriez-vous l'entendre? Ambre a reculé, la bouche ouverte, sans qu'aucun mot ne sorte. Les officiers se sont approchés avec des menottes. Michel n'a pas résisté. Il s'est tourné vers moi, sa voix. « Maman, je suis désolée. » Je l'ai regardé, les yeux humides. « Je te pardonne, Michel, mais tu paieras pour ton silence. Ton silence m'a fait plus de mal que n'importe quel mot. » Les officiers ont lu les droits à Ambre et Michel Lambert. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification de dossiers médicaux et complot en vue de saisir des actifs. Ambre a crié. J'ai tout fait pour cette famille, pour cette maison. Je me suis avancée et j'ai croisé son regard. Non, Ambre. Tu as tout fait par cupidité. Et cette cupidité a réduit ta famille en cendres. Quand la voiture de patrouille est partie, la maison est redevenue silencieuse. Le vent a fait vibrer la pancarte à vendre jusqu'à ce qu'elle s'incline. Je me tenais sur les marches, la main tremblante, non pas de peur, mais du poids de la perte. Sophie m'a serré fort dans ses bras, sa tête pressée contre mon épaule. J'ai caressé ses cheveux, ma voix serrée. Ne pleure plus, ma chérie. Nous nous avons encore l'une, l'autre. Nous recommencerons à partir d'ici. Maître Dubois s'est approché, a posé une main sur mon épaule et a dit doucement « Vous avez fait ce que peu de gens ont le courage de faire. » J'ai eu un sourire fatigué. Ce n'était pas du courage, Maître Dubois. C'est que je n'avais plus rien à perdre. Il est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête. Quoi qu'il en soit, la justice a prévalu, et c'est vous qui en sortez victorieuse. J'ai regardé la vieille rue où la lumière de midi filtrait à travers les arbres. Victorieuse, ai-je dit lentement. Non, Maître Dubois. Dans les guerres familiales, personne ne gagne vraiment. Il n'y a que des blessures et des leçons coûteuses. Une larme est tombée, chaude et lourde. Mais cette fois, elle ne portait pas de peur. C'était la larme d'une mère en deuil et en paix, parce qu'enfin, la vérité avait été dite. Je ne pleure pas parce que j'ai perdu. Je pleure parce que je suis assez forte pour ne plus craindre la trahison des miens. En moins de 2 semaines après les arrestations, mon histoire était partout. Des sites d'information locaux à la télévision nationale. Les gros titres s'affichaient sur les écrans lumineux. Une mère de 69 ans démasque le complot de sa belle-fille pour s'emparer de ses biens. Une femme âgée révèle la fraude à l'héritage élaboré de sa belle-fille. Au début, je suis restée silencieuse. De plus, je ne voulais pas être au centre d'une tempête médiatique. Mais j'ai ensuite réalisé que cela ne concernait pas seulement ma vie. C'était celle de milliers d'autres. Des gens qui avaient été trompés, utilisés, chassés de leur propre maison simplement parce qu'ils étaient vieux et trop confiants. Un matin, une chaîne nationale m'a invitée à une émission intitulée « La vérité à découvert ». L'animatrice, une femme d'âge mûr et vive d'esprit, m'a demandé « Madame Lambert, qu'est-ce qui vous a empêché de vous effondrer lorsque vous avez découvert la trahison de votre famille ?» J'ai eu un petit sourire et j'ai regardé droit dans la caméra. Parce que je savais que si je restais silencieuse, des gens comme eux continueraient à faire du mal aux autres. Je ne pouvais pas sauver le mariage de mon fils, mais je pouvais sauver d'autres mères de la même tragédie. L'interview a été diffusée le samedi soir. Je ne m'y attendais pas, mais en 24 heures, le clip a atteint plus de 2 millions de vues. Les commentaires ont afflué. Elle est la preuve que la justice existe encore. Mon fils a pris ma pension aussi. Maintenant, je sais que je ne suis pas seule. J'espère que nous trouverons tous le courage de Madame Lambert. J'ai lu chaque ligne, les yeux embués. Pas par fierté,
mais parce que ma douleur était finalement devenue une voie pour les oublier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des centaines de lettres et d'emails de personnes âgées de toute la France. Un homme de 72 ans a écrit « Ma fille a falsifié ma signature pour contracter un prêt. Je pensais que j'étais le seul idiot. Maintenant, je sais que non. » Une femme de Marseille a partagé « Mon gendre m'a forcé à signer une procuration. Vous m'avez donné le courage de parler. » J'ai passé de nombreuses nuits à les lire, le cœur brisé et reconnaissant. J'ai compris que mon histoire n'était plus une tragédie privée, mais un avertissement à la société sur les abus envers les aînés au sein des familles. Mais Ambre n'a pas abandonné. Depuis le centre de détention, elle a engagé une agence de relations publiques pour riposter, diffusant en ligne des affirmations selon lesquelles j'avais des pertes de mémoire épisodiques, que j'avais été manipulée par l'avocat Dubois pour fabriquer l'histoire. Quelques tabloïds ont commencé à publier des titres ambigus. Madame Lambert est-elle vraiment lucide? La vérité derrière la victime qui a dénoncé sa belle-fille. Je les ai lus avec un goût amer. Le monde préfère le doute à la croyance, surtout lorsque celui qui dit la vérité est une femme âgée. Mais je n'étais pas en colère. Je n'ai ressenti que de la pitié, car ils ne comprenaient pas. Je n'avais pas besoin de mots pour prouver quoi que ce soit. J'avais la vérité. Maître Dubois est venu me voir et a posé un paquet sur la table. Ils veulent jouer la carte psychologique. Laissez-moi gérer les médias. J'ai secoué la tête. Non, Maître Dubois, je veux le faire moi-même. Le lendemain, j'ai publié les résultats d'une évaluation psychiatrique indépendante d'un grand hôpital. Il était clairement indiqué « Patiente, Hélène Lambert, cognition claire, aucun signe de démence, état mental stable, réponse logique et lucide. » Je l'ai posté avec une courte ligne sur les réseaux sociaux. Je n'ai besoin de personne pour prouver que j'ai une mémoire. J'ai juste besoin que tout le monde sache que les cruels veulent généralement que nous soyons silencieux. En quelques heures, l'opinion publique s'est retournée. Les médias ont amplifié l'évaluation. Les commentaires ont afflué. Elle est plus lucide que nous tous. Ambre essaie juste d'entraîner les autres dans sa chute. Protéger Madame Lambert. C'est plus qu'un cas. C'est un modèle. Le soutien a bondi. Des groupes de défense des personnes âgées m'ont contacté, m'invitant à prendre la parole dans des campagnes sur les abus financiers dans les familles. Sophie, la petite fille que je craignais d'avoir perdue pour toujours, est finalement venue. Elle m'a trouvé un après-midi d'automne, les yeux gonflés mais le regard ferme. « Grand-mère, je veux parler. » Nous nous sommes assises dans un parc où le vent soufflait à travers les feuilles rouges vifs. D'une main tremblante, Sophie a sorti une enveloppe. J'ai signé une déclaration de témoin. Je dirai tout ce que j'ai vu. Je te le dois. J'ai serré sa main. Merci. Je n'ai pas besoin que tu choisisses un camp, juste que tu choisisses ce qui est juste. Elle a hoché la tête, des larmes coulant. Je savais qu'une partie de l'âme de cette famille pouvait encore être sauvée. Avec le témoignage de Sophie et de nouvelles preuves, Maître Dubois a proposé de porter l'affaire au pénal. Il a dit « Ce n'est pas seulement un litige civil sur des biens. C'est un crime. Ils doivent faire face à la justice comme tout le monde. » J'ai accepté, bien que mon cœur soit lourd. Je n'aurais jamais imaginé que le nom de mon fils apparaîtrait dans un dossier pénal. Mais une justice qui exclut la famille n'est pas du tout une justice. Un après-midi, Maître Dubois est entré chez moi et a posé une enveloppe avec le sceau rouge du tribunal. Le procès pénal est officiellement fixé, 15 juin. J'ai touché le papier. Il était froid comme du métal. Ce jour-là, je ne serai plus une mère silencieuse. Je serai le témoin de ma propre vie, une femme trahie et sous-estimée, qui est restée assez lucide pour récupérer son nom. J'ai levé les yeux vers Maître Dubois, ma voix plus ferme que jamais.
Bien. Ce jour-là, je ne pleurerai pas. Je parlerai pour tous ceux qui ont été traités comme moi. Dehors, le vent du début de l'été portait l'odeur de la lavande du petit jardin. Je savais que la route à venir était longue, mais l'obscurité avait commencé à reculer. Et cette fois, j'entrerai au tribunal, non pas comme une victime, mais comme une femme portant la lumière de la vérité. Le 15 juin est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Ce matin-là, Lyon brillait d'une lumière éclatante, le genre de lumière que les gens appellent la lumière de la vérité. Je me tenais devant le palais de justice de Lyon, serrant le vieux portefeuille en cuir de Robert. Maître Dubois se tenait à mes côtés, calme comme toujours, bien que je sente une gravité plus profonde dans ses yeux. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il. « J'attends ce jour depuis trop longtemps, » répondis-je, étrangement calme. La salle d'audience était comble. La galerie abritait des journalistes, des caméras et des personnes âgées qui m'avaient écrit pour me soutenir. Beaucoup portaient de petites pancartes. « Justice pour Hélène ». En entrant, j'ai vu Ambre à la table de la défense. Elle portait une robe noire, les cheveux tirés en arrière, un maquillage léger, ses yeux fuyaient les miens. À côté d'elle était assis Michel, décharné, les mains tremblantes. J'ai pris une profonde inspiration. À ce moment-là, j'ai ressenti l'amère vérité de cette tragédie. Toutes les personnes présentes ici avaient un jour fait partie de la même famille. Lorsque le procès s'est ouvert, le procureur s'est levé, la voix ferme. « Madame la Présidente, il s'agit d'une affaire de fraude, de falsification de dossiers médicaux et de vol organisé d'actifs. La victime, Madame Hélène Lambert, a été ciblée par sa propre belle-fille et son fils, qui ont utilisé des méthodes sophistiquées pour la priver de tout contrôle sur ses biens. Aujourd'hui, nous présentons les preuves. » Ambre est restée assise, les mains serrées. Invitée à parler, elle s'est levée, la voix tendue comme pour pleurer. « Madame la Présidente, je ne suis pas une criminelle. Je voulais seulement que ma belle-mère soit mieux soignée. Elle oublie des choses. Souvent, elle ne se souvient pas si elle a pris ses médicaments. J'ai fait cela par inquiétude. » Sa voix tremblait, mais aucune larme ne coulait. Un murmure a parcouru la galerie. J'ai regardé Maître Dubois. Il a fait un léger signe de tête. « Laissez la vérité parler. » Le procureur a appuyé sur lecture et un grand écran s'est allumé. Première vidéo, Ambre échangeant l'étiquette sur mes médicaments pour le cœur, doublant la dose, puis son ouverture du coffre-fort, sortant des papiers et passant des appels. Ensuite, la scène de la signature avec sa voix claire comme le jour. Après aujourd'hui, tout appartiendra à la famille. La salle d'audience est devenue silencieuse. Le procureur s'est tourné vers Ambre. « Niez-vous que ce soit votre voix ?» Ambre s'est mordu la lèvre et n'a rien dit. Maître Dubois s'est levé et a parlé lentement. « Cette vidéo a été enregistrée légalement par Madame Lambert et moi-même, sous la supervision des forces de l'ordre. Aucun détail n'a été modifié. » Une douce vague de réaction a traversé l'auditoire. Puis, ce fut au tour de Michel de témoigner. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Les yeux cernés, la voix si basse qu'il avait besoin du micro. J'admets que j'ai eu tort. J'ai laissé Ambre me contrôler. Elle a dit que si je n'aidais pas, elle me quitterait et emmènerait Sophie. J'ai été faible. J'ai eu tort. Le procureur a demandé « Savez-vous que la falsification de documents et l'escroquerie d'une personne de ses biens est une infraction pénale ? » Je sais, mais je pensais que personne ne le découvrirait. Je l'ai regardé, le cœur brisé. Dans ma mémoire, Michel était un bon garçon qui aimait les livres et m'aidait à faire des gâteaux. Maintenant, il n'y avait qu'un homme baissant la tête de honte.
Sophie a été appelée ensuite. Elle portait une chemise blanche, les cheveux attachés bas, tenant une pile de papier. Debout devant le tribunal, elle tremblait, mais sa voix était claire. Ma grand-mère n'a jamais eu de démence. Elle est plus lucide que nous tous. Ma mère a tout inventé. Je n'ai fait que ce qu'elle disait parce que j'avais peur. La présidente a demandé : « Avez-vous des preuves de votre déclaration ? » Oui, j'ai entendu ma mère parler avec mon père de faire paraître grand-mère confuse. Je l'ai aussi vue changer les médicaments de grand-mère. La salle a bruissé. Sophie a baissé la tête, des larmes coulant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mes larmes ont coulé aussi, mais c'était des larmes de soulagement parce qu'elle avait choisi la vérité. Enfin, le docteur Henry a pris la parole. Il a lentement enlevé ses lunettes. Sa voix stable, chaque mot distinct. La prévenue Ambre Lambert est venue me voir et m'a demandé de signer un faux certificat, attestant que Madame Hélène avait un déclin cognitif sévère. Elle a dit qu'elle paierait si j'acceptais d'aider à régler une affaire de famille. J'ai refusé et je l'ai signalé immédiatement. Il a brandi les dossiers médicaux originaux avec le sceau de l'hôpital. Ce sont les vrais dossiers. Madame Hélène est entièrement lucide et ses copies soumises par Ambre ont été altérées et falsifiées. Ambre s'est soudainement levée et a crié : « Vous mentez ! Je n'ai demandé qu'un avis ! Je n'ai rien fait de mal !» La présidente a frappé avec son marteau. « Silence !» Quand tous les témoins ont eu fini, le procureur s'est avancé au centre de la salle, la voix résonnant. « Madame la présidente, il ne s'agit pas d'un malentendu familial. Il s'agit d'un plan organisé pour s'emparer d'actifs, soigneusement planifié, préparé et motivé par un mobile clair. Le but était de tout prendre à une femme âgée. » Ambre a baissé les yeux. Michel a serré les mains, silencieux. Je les ai regardés. 2 personnes qui m'appelaient autrefois maman, maintenant debout sur le banc des accusés comme des étrangers. La présidente a tourné les pages, parlant d'une voix calme mais sévère. Le tribunal constate que les preuves matérielles, les témoins et les témoignages sont concordants. La prévenue Ambre Lambert a orchestré le plan, falsifiant des dossiers médicaux et trompant les autorités judiciaires pour s'emparer d'actifs. Le prévenu Michel Lambert était un complice, conscient des agissements et n'ayant pas réussi à les arrêter. La salle a retenu son souffle. La présidente a fait une pause de quelques secondes, puis a continué. Il s'agit d'une violation grave de la loi et, par-dessus tout, d'une trahison flagrante de la confiance, des liens familiaux et de la moralité de base. Ambre s'est effondrée, tombant à genoux. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. Je n'avais pas d'autre choix. Je me suis levée et je l'ai regardée, ma voix calme, mais lourde comme de la pierre. Et moi, j'ai besoin de justice. Un long silence suffocant. Personne n'a dit un autre mot. Enfin, la présidente a parlé. Le tribunal condamne la prévenue Ambre Lambert à 12 ans de prison pour fraude, falsification de dossiers médicaux et complot en vue de s'emparer d'actifs. Le prévenu Michel Lambert à 9 ans de prison en tant que complice. Le tribunal émet également une ordonnance de protection à vie pour Madame Hélène Lambert en vertu des lois sur la protection des aînés. Le marteau a frappé 3 fois. Clair, final, irréversible. Ambre s'est effondrée sur sa chaise, gémissant. Michel est resté assis, immobile, les mains couvrant son visage. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'écho du marteau résonner en moi comme une cloche fermant un chapitre. Je n'ai ressenti ni joie ni triomphe, seulement du soulagement, parce qu'enfin la vérité avait été dite et la justice avait un lieu où se tenir. Maître Dubois a posé une main sur mon épaule. « Vous l'avez fait, Hélène. Ils ne feront plus de mal à personne. » J'ai hoché la tête et j'ai dit doucement : « Merci, Maître Dubois. »
non pas parce que j'ai gagné, mais parce que la justice a gagné. Je suis sortie de la salle d'audience. La lumière du soleil de l'après-midi inondait le couloir, chaude et claire. J'ai fait une pause de quelques secondes et j'ai pris une profonde inspiration. Dehors, quelqu'un a chuchoté « Madame Hélène a gagné le procès ». J'ai souri. Non pas le sourire de la victoire, mais celui de quelqu'un qui voit enfin la lumière après des années dans l'obscurité de la trahison. Je suis retournée à la vieille maison par un calme après-midi du début de l'automne. Le soleil tardif déposait une fine couche d'or sur le porche. Une brise agitait doucement la fenêtre usée par le temps. La maison qui avait été une scène de crime de peur ne contenait plus que le vide et la paix. Le genre de paix que j'avais payé avec des larmes, avec une confiance brisée et avec des années à me perdre et à me retrouver. J'ai traversé lentement le salon, ma main frôlant le fauteuil où Robert, mon mari, lisait le journal chaque matin. La poussière voilait notre vieille photo de mariage, mais ses yeux me regardaient toujours avec la même bienveillance. J'ai parlé dans mon cœur. C'est fini maintenant, Robert. J'ai gardé notre maison. Et plus que ça, je me suis gardée moi-même. Sophie a emménagé avec moi. Elle n'était plus l'étudiante naïve menée par le bout du nez par sa mère. Elle était différente maintenant, mûre, ancrée, avec un courage dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Le matin, nous préparions le café, nous occupions des rosiers devant la maison et nous triions de vieux dossiers. Le soir, nous nous asseyions ensemble pendant qu'elle m'aidait à finaliser les démarches juridiques pour établir le titre de propriété à mon nom et mettre en place des protections à long terme. Une fois, en empilant des papiers, Sophie a dit, tranquillement, « Grand-mère, j'ai lu tous les articles et commentaires sur toi. Les gens t'appellent un symbole de justice. » J'ai souri doucement. « Je ne suis pas un symbole, Sophie. Je suis juste une vieille femme qui a refusé de laisser les autres parler pour elle. » Elle m'a serrée dans ses bras et a chuchoté. « Pour moi, tu es une héroïne. » Mais je savais que mon histoire ne pouvait pas se terminer avec la sentence. Je ne voulais pas que la douleur s'enfonce et soit oubliée comme tant d'autres cas. J'avais été une victime. Je savais à quel point on se sentait seul. J'ai donc créé la fondation Le Bouclier d'Argent pour fournir un soutien juridique, émotionnel et financier aux personnes âgées victimes d'abus familiaux. Maître Dubois m'a aidé avec les formalités administratives. Le docteur Henry a conseillé sur les questions médicales. Au début, nous n'étions que 3. Puis, des dizaines de bénévoles nous ont rejoints. J'ai ouvert une ligne d'écoute téléphonique pour que les personnes trompées par leurs enfants, expulsées de leur domicile ou contraintes de signer des papiers, puissent appeler à l'aide. La première réunion a eu lieu dans mon salon avec 12 femmes âgées de partout. Leurs histoires reflétaient douloureusement la mienne. Des fils prenant les économies, des belles-filles changeant les médicaments, des menaces de leur propre famille. J'ai écouté chacune d'entre elles. Sans jugement. Je leur ai juste tenu la main et j'ai dit « Vous n'êtes pas faible. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour dire « Je vous crois ». Et aujourd'hui, je suis là pour le dire. » Un matin, une enveloppe manuscrite est arrivée. À l'intérieur se trouvait une lettre du docteur Henry. Son écriture était soignée, légèrement inclinée vers la droite. « Madame Lambert, je n'ai fait que ce qui était juste. Mais vous en avez fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et je n'ai jamais vu un courage qui ait gagné mon respect comme celui-ci. Merci de m'avoir rappelé pourquoi j'ai choisi la médecine en premier lieu. Pour protéger les gens de l'injustice, pas seulement de la maladie. » J'ai plié la lettre, des larmes coulant. Non seulement d'émotion, mais en réalisant que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il,
porte plus loin que nous ne l'imaginons. Alors que le centre d'écoute du bouclier d'argent prenait son rythme, beaucoup sont venus me demander conseil. Une femme de 74 ans a dit qu'elle avait peur de poursuivre son fils parce qu'il était de son sang. Un homme de 80 ans a admis qu'il avait cédé sa maison juste pour que son fils ne soit pas en colère. Je ne leur ai pas dit de chercher à se venger. J'ai dit « La justice ne consiste pas à laisser la haine gagner. La justice consiste à ne pas disparaître de sa propre vie. » Beaucoup m'ont serré dans leurs bras et ont pleuré. Certains sont revenus des mois plus tard, me serrant les mains en guise de remerciement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma douleur avait un but. J'ai appris quelque chose de profond. La chose la plus effrayante n'est pas de perdre de l'argent. C'est d'être amené à croire que vous ne valez rien. Ambre avait essayé de me faire croire que j'étais vieille, confuse et inutile. Elle y était presque parvenue si je n'avais pas ouvert ce petit papier que le docteur Henry avait glissé dans la poche de mon manteau. Maintenant, je garde ce papier dans un petit cadre en bois près de mon lit, non pas pour revivre le passé, mais pour me rappeler de ne jamais rester silencieuse face à l'injustice, aussi petite soit-elle. La vie est simple maintenant. Le matin, je prépare le café et je lis le journal avec Sophie. L'après-midi, nous promenons le chien dans le parc. Parfois, quelqu'un me reconnaît et vient me serrer la main. « Vous êtes Madame Lambert, n'est-ce pas ? » « Merci. Votre histoire m'a donné le courage de me défendre. » Je souris simplement. Je n'ai rien fait de grand. J'ai seulement dit la vérité. Je n'ai plus peur d'être seule. La solitude peut être un cadeau. Elle vous donne l'espace d'entendre votre propre cœur. Un soir, alors que nous regardions les informations, Sophie s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Grand-mère, il t'appelle la grande héroïne, l'héroïne des oubliés. » J'ai ri et je lui ai tapoté la tête. « Héroïne. Rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui sait qu'en dire, ça suffit. » Sophie m'a serrée dans ses bras, la voix petite mais sûre. « Pour moi, tu seras toujours mon héroïne. » J'ai serré sa main et j'ai regardé par la fenêtre, les lampadaires scintillant comme des étoiles. À ce moment-là, je savais que ma vie avait bouclé la boucle. Plus d'amertume, plus de peur, seulement de la gratitude et la conviction que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. J'ai repris ma vie, non pas par la vengeance, mais par la paix. Cette nuit-là était inhabituellement calme. La maison ne contenait que le tic-tac régulier de l'horloge et une lumière jaune et chaude sur les murs délavés. Je me suis assise au bureau avec une feuille de papier vierge, un vieux stylo-plume et une tasse de thé fumante. J'avais l'intention d'écrire une lettre, non pas pour l'envoyer, mais pour dire enfin ce que je n'avais jamais complètement dit. « Cher Robert, j'ai gardé notre maison. » Juste ces quelques mots et mes larmes ont coulé. Cette maison, c'est notre sueur et notre jeunesse. Les hivers où tu travaillais des nuits supplémentaires pour finir de payer l'hypothèque. Les étés où nous peignions la clôture et plantions le platane près du porche. Je me souviens de chaque bribe de mémoire, le matin où tu m'as emmené dehors et tu m'as dit en souriant doucement « Ne signe jamais rien si tu ne le comprends pas entièrement. » À l'époque, j'ai ri et j'ai pensé que tu étais trop prudent. Qui aurait pu savoir que ce simple rappel me sauverait des décennies plus tard? Sans toi, sans cette phrase, j'aurais peut-être signé la procuration, tout perdu. La maison, mon nom, et moi-même. J'ai continué à écrire lentement, comme si je parlais à quelqu'un qui était encore assis en face de moi. Tu sais quoi? C'est fini maintenant. Ambre et Michel ont payé le prix, mais je ne suis plus en colère. Dans cette maison, il n'y a que la paix. La paix que tu as toujours voulu, pour moi. J'ai posé le stylo et j'ai regardé autour du salon.
Notre photo de mariage était toujours à sa place, et à côté, quelque chose de nouveau. Le papier que le docteur Henry m'avait glissé dans la poche. Je l'avais placé dans un petit cadre en bois à côté de ta photo, non seulement parce qu'il m'avait sauvé, mais parce que je veux qu'il soit un symbole d'avertissement et de bonté. Chaque fois que je le regarde, j'entends la voix tremblante du docteur Henry ce jour-là. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Il prévoit de vous mettre dans une maison de retraite. S'il n'avait pas eu le courage de m'avertir, je ne serais pas là. Je n'aurais pas eu la chance de reprendre ma vie. Je pensais que seuls les grands gestes pouvaient sauver quelqu'un. Mais non, parfois un petit avertissement peut sauver une vie entière. Souvent, la nuit, je te vois encore dans mes rêves, debout sur le porche sous une douce lumière jaune, souriant comme tu le faisais toujours. Tu ne dis rien, tu hoches juste la tête, comme pour me dire « Je sais que tu l'as fait ». Je crois que tu me regardes encore quelque part, en souriant tranquillement. Je ne pleure plus quand je pense à toi. Mon cœur s'adoucit comme une main chaude posée sur mon épaule. J'ai aussi appris à pardonner à Michel, pas en un jour, mais petit à petit. Au début, je pensais que je ne pouvais pas. Chaque fois que je me souvenais de ses yeux quand les menottes se sont refermées, ma poitrine se serrait. Mais j'ai ensuite compris que le pardon n'est pas pour les libérer. C'est pour me libérer, moi. J'ai porté cette douleur trop longtemps. Maintenant, je ne veux punir personne. Je veux juste vivre le reste de ma vie, légère et calme. Parfois, Michel écrit de prison, de courtes lettres d'une écriture enroulée. Maman, je suis désolée. Je n'attends pas ton pardon, juste que tu ne me détestes pas. Je n'ai jamais répondu, mais je les garde toutes, car au fond de moi, je sais que lorsque quelqu'un peut dire « je suis désolé », il a commencé à payer. Sophie n'arrête pas de me dire que je devrais écrire mon histoire. Tu sais, les gens ont besoin de l'entendre pour croire que la justice est encore vivante. Je n'ai fait que sourire. Mais cette nuit-là, assise au bureau, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Personne ne comprend mieux une histoire que la personne qui l'a vécue. Et si je ne la raconte pas, ce que j'ai traversé restera une cicatrice cachée, ne voyant jamais la lumière. Alors, j'ai commencé à écrire. Sur la première page, j'ai écrit le titre « Le papier qui a sauvé ma vie ». Le mémoire n'est pas un conte de douleur. C'est un remerciement au mari qui m'a appris la clarté, au médecin qui a osé dire la vérité, à l'avocat du bois qui m'a soutenu et à la petite fille qui a choisi la justice. J'ai écrit chaque moment, non pas pour raviver la haine, mais pour prouver que la bonté ne s'éteint jamais tant que nous nous y accrochons. Parfois, je pense que Robert sourirait peut-être en lisant ces lignes. Il a toujours dit que j'étais la femme la plus forte, même quand je n'y croyais pas. Maintenant, peut-être pour la première fois de ma vie, je comprends ce qu'il voulait dire. Il était tard. J'ai plié la lettre et je l'ai mise à l'intérieur du cadre. Dehors, le vent de la nuit frôlait les platanes. Un doux bruissement. J'ai regardé notre photo de mariage. 2 jeunes gens se tenant la main, les yeux pleins de confiance. Je l'ai fait, Robert. Ai-je chuchoté. Non seulement j'ai gardé cette maison, mais j'ai gardé la personne que tu as aimée un jour. Puis j'ai éteint la lumière. Je suis sortie sur le porche et j'ai levé les yeux vers le ciel nocturne scintillant. Peut-être que quelque part parmi les étoiles, tu me regardes encore. Tu me surveilles toujours et tu souris. Je ne m'attendais pas à ça. Quelques semaines seulement après la publication de mon histoire dans les magazines et sa diffusion à la télévision, des centaines de lettres ont commencé à arriver chez moi. Elles venaient de toute la France, des villes bondées aux petites villes tranquilles. Le facteur me connaissait si bien. Il souriait chaque matin. Madame Lambert, il y a encore tout un sac de lettres aujourd'hui.
J'ai étalé les lettres sur la table de la cuisine. L'odeur du papier neuf se mêlait à l'arôme du café du matin. Chaque enveloppe était une vie, des voix autrefois étouffées, s'élevant maintenant à travers des lignes d'encre tremblantes. Une femme de 68 ans a écrit « Grâce à vous, j'ai eu le courage de quitter la maison de mon fils. Il contrôlait toute ma pension. Aujourd'hui, je recommence avec juste une petite chambre louée. Mais je me sens libre. » Une autre lettre d'un homme âgé de Bretagne. Je pensais que j'étais faible d'avoir laissé ma fille prendre le contrôle de mes finances. Mais quand j'ai entendu votre histoire, j'ai réalisé que je pouvais encore me défendre, même à 80 ans. J'ai lu chaque ligne, le cœur lourd, mais étrangement chaud. Ils n'écrivaient pas à une célébrité. Ils écrivaient à quelqu'un comme eux, quelqu'un qui avait été blessé, rejeté, mais qui était encore assez fort pour continuer. Le soir, Sophie m'aidait à trier les lettres dans de petites boîtes. Chaque boîte avait une étiquette. Remerciements, histoire partagée, demande d'aide. En les fermant avec du ruban adhésif, elle a dit « Grand-mère, les gens viennent à toi comme s'ils s'adressaient à leur famille. Ils te font confiance. » Je l'ai regardée et j'ai souri. Je ne suis ni thérapeute ni héroïne. Je suis juste quelqu'un qui avait peur et qui a appris que la peur ne disparaît que lorsque nous osons parler. De ces lettres, une nouvelle idée a pris forme. Sophie a suggéré que nous créions un site web juste pour les personnes âgées confrontées à des abus. Grand-mère, nous pouvons utiliser Internet pour les connecter. Tu racontes si bien les histoires. Tu peux écrire des guides et partager ce que tu as appris. J'ai hésité. La technologie n'a jamais été ma force. Mais Sophie a souri. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de la technique. Toi, tu n'as qu'à parler avec le cœur. Et ainsi, le bouclier d'argent en ligne est né, un petit espace rempli d'espoir. Nous partagions des articles, des numéros de lignes d'écoute, des guides sur les droits légaux et des histoires vraies de personnes qui avaient surmonté leurs épreuves. En seulement 3 mois, le site a atteint plus de 10 000 visites. Chaque jour, des messages arrivaient. Merci. Maintenant, je sais que j'ai le droit de dire non. J'ai appelé la ligne d'écoute que vous avez publiée. Ils m'ont aidé à trouver un endroit sûr où rester. Je lisais assise, les larmes coulant. Pas de tristesse, mais parce que tout ce que j'avais traversé avait enfin un sens. La fondation Le Bouclier d'Argent a également grandi plus forte que jamais. De nombreux jeunes avocats se sont portés volontaires. Des organisations communautaires ont pris contact pour des partenariats. Certaines entreprises ont même financé des antennes dans 4 autres régions. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, moi, une femme autrefois rejetée par sa propre famille comme inutile, deviendrais une voix pour ceux contraints au silence. Discours, ateliers, interviews télévisées, je ne tremblais plus. Chaque fois que je montais sur scène et que je voyais des visages ridés par l'âge mais illuminés d'espoir, je disais quelque chose de simple. Vieillir n'est pas une condamnation. Cela prouve que vous avez survécu à chaque tempête et que vous avez toujours le droit d'être respecté. Les gens ont cité cette phrase partout par la suite. Je n'étais pas intéressée par les titres, mais quand ils m'appelaient « la dame qui s'est battue », je souriais simplement doucement. Non, je ne me suis pas battue pour gagner. J'ai juste survécu. Et pourtant, au fond de moi, je savais que j'avais gagné. Pas sur Ambre ou Michel, pas au tribunal ou dans la presse, mais sur la peur dans mon propre cœur, sur l'impuissance, la honte et le silence qui m'avaient liée pendant tant d'années, sur l'idée que j'étais trop vieille pour recommencer. Maintenant, chaque matin, j'ouvre la fenêtre, je laisse la brise soulever les rideaux, et je regarde la lumière du soleil se répandre sur le vieux parquet. Je prépare une tasse de thé, je lis quelques nouvelles lettres, et je commence la journée avec un sourire.
Ma vie n'est plus bruyante, mais elle est pleine de sens. Et quand quelqu'un me demande « Êtes-vous fier d'être devenu une inspiration pour des milliers de personnes ?» Je réponds doucement « Non, je ne suis pas une inspiration. J'ai juste survécu, mais parfois, la survie est une victoire. » Le soir, Sophie me lit les derniers commentaires sur le site. Quelqu'un écrit « Madame Lambert, vous m'avez fait croire que la vieillesse a encore une voix. » Un autre envoie une photo, souriant après avoir quitté un foyer abusif. J'écoute, le cœur chaud comme un petit feu. Je regarde par la fenêtre. Le crépuscule est tombé. Le jardin est baigné d'une lumière orangée. Je dis doucement à Sophie « Tu vois, nous ne sauvons pas seulement des gens. Nous les aidons à croire qu'ils méritent encore une belle vie. » Elle serre ma main en souriant. Je la regarde. La petite fille, qui se tenait autrefois du mauvais côté, maintenant ma plus forte compagne, et je sais que je n'ai pas seulement survécu, j'ai vraiment gagné. Le dernier soir d'automne, je me tenais dans les coulisses d'un grand auditorium du centre de Lyon. Le rideau de velours rouge s'est lentement ouvert, les lumières ont inondé la scène, et les applaudissements ont roulé comme des vagues. Devant moi, il y avait des centaines de visages, des gens qui avaient suivi mon histoire pendant des années. Certains étaient jeunes, mais la plupart avaient les cheveux argentés comme les miens, leurs yeux brillants de compréhension. C'était le dernier discours de ma vie. Je me suis avancée vers le pupitre, tenant le vieux papier jauni, celui que le docteur Henry m'avait donné, le papier qui a tout changé. La douce lumière tombait sur chaque ride, chaque trace du temps. Mais je ne me sentais plus vieille. Je me sentais pleinement vivante, libre et entière. J'ai raconté l'histoire non pas comme une tragédie, mais comme un voyage. Le voyage d'une femme qui avait été trahie et rejetée, mais qui a appris à se relever et à transformer la douleur en force. Chaque fois que je mentionnais ces moments, la nuit où j'ai fui, le procès, l'instant où Sophie m'a tenu la main, toute la salle devenait silencieuse. Certains s'essuyaient les yeux, d'autres serraient plus fort les mains. J'ai entendu de discrets sanglots au premier rang, où une femme âgée tenait un carnet près d'elle. Quand j'ai eu fini, je me suis inclinée. Soudain, toute la salle s'est levée. Les applaudissements ont éclaté comme une cascade. Je ne pouvais plus parler. Je suis juste restée là, regardant ces visages émus, voyant mon ancien moi dans chacun de leurs yeux. J'ai levé le vieux papier, ma voix tremblante, mais claire. La justice ne se trouve pas seulement dans une salle d'audience. Elle commence au moment où nous osons dire « ça suffit », quand nous cessons d'avoir peur, cessons de nous taire et refusons de laisser quiconque décider de notre valeur. J'ai fait une pause et j'ai déplié le papier, l'encre brouillée par le temps. Ne rentrez pas chez vous. 4 mots qui m'avaient autrefois terrifiée me faisaient maintenant sourire. Parce que ne rentrez pas chez vous a sauvé ma vie et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai réalisé que parfois, la trahison n'est pas une fin, mais la façon dont la vie nous pousse hors des endroits où nous n'appartenons plus afin que nous puissions voir une force que nous n'aurions jamais cru avoir. Lorsque l'événement s'est terminé, je suis retournée en coulisses et je me suis assise tranquillement un moment. Dehors, la première lueur d'une aube d'hiver commençait à briller à travers la fenêtre. J'ai fermé mon journal, mon mémoire, le papier qui a sauvé ma vie, et je l'ai posé sur la table. J'ai regardé un lion encore animé, mais paisible, et j'ai chuchoté « Je ne suis plus une victime. C'est moi qui raconte l'histoire. Plus de peur, plus de larmes, seulement une simple foi que la justice ne vieillit jamais tant que quelqu'un se lève encore. » Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la toute fin. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice, si vous avez été blessé ou réduit au silence au sein de votre propre famille, s'il vous plaît,
Partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux entendre votre voix, car votre histoire pourrait sauver quelqu'un, tout comme ce petit bout de papier m'a sauvé. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous ou partagez cette vidéo pour que plus de gens sachent que la justice ne dépend pas de l'âge et que le courage n'est jamais trop tard.